Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce premier webinaire de notre nouvelle série des rendez-vous agri-urbains qui va s'étaler jusqu'en juin 2026. Cette série de séminaires est rendue possible grâce au soutien du ministère de l'Emploi, de la Solidarité sociale, le MES, et du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, le MAPAC. Le séminaire d'aujourd'hui s'inscrit dans le programme Cultiver la ville, nourrir le changement, propulsé par le laboratoire. Donc aujourd'hui, nous allons explorer le phénomène des fermes urbaines sociales au Québec, qui elles sont, comment elles fonctionnent, quels défis elles rencontrent et quelles inspirations elles offrent. On compte environ 18 fermes urbaines sociales au Québec, présentes à Montréal, mais aussi à Québec, en Matanie, en Mauricie et ailleurs. Si la corporative des Serres du Dos-Blanc sont des précurseurs dans le domaine depuis 5 ans, le nombre de fermes urbaines sociales augmente et de nombreuses sont en gestation. Nous avons commencé à documenter ce mouvement en 2025 avec une première étude Intégration des fermes urbaines sociales au sein des paysages urbains, disponible dans la section ressources sur notre site internet. Au cours de ce webinaire, nous donnons la parole à des porteuses et porteurs d'initiatives en innovation sociale de fermes urbaines, donnant aussi place à d'autres fonctions dans l'intervention en sécurité alimentaire et inclusion sociale. Nous avons avec nous Jean-François Caron du Jardin des Orioles du groupe Provert, Gabrielle de la Duranté des cuisines collectives Hochelaga Maisonneuve, ferme agricole pour tous, et Vincent Frenette, jardin solidaire Filoncème. À noter que tous nos webinaires sont disponibles sur notre chaîne YouTube et que l'enregistrement d'aujourd'hui sera en ligne la semaine prochaine. Une période de questions est prévue à la fin de la présentation, ainsi qu'un petit sondage de satisfaction. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans la fenêtre de discussion, on y reviendra après la présentation. Je suis également accompagnée de l'équipe OLAB. Nous avons Dominique Lynch-Gauthier qui est responsable de la mise en place d'une communauté de pratique pour l'agriculture urbaine sociale, Catherine Langlais, responsable de la documentation des initiatives, et Marie de Maison, responsable des accompagnements. Merci de votre présence. Je cède maintenant la parole à Jean-François Caron du Jardin des Orioles de Provert dans l'arrondissement sud-ouest de Montréal comme premier projet au panel. Parfait, merci. OK. Notre Jardin des Orioles, géré par le groupe Provert. Je suis un peu poète des faux jardins, donc je dis que c'est une oasis maraîchère au cœur de la ville. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Euh, je vais commencer par brièvement indiquer qui est le porteur de projet. Moi, je m'appelle Jean-François Caron, je suis chef jardinier pour le groupe Provert depuis bientôt 3 ans, mais c'est vraiment le groupe Provert qui a initié ce projet-là bien avant que je sois en poste en tant que chef jardinier. Provert, c'est une OBNL qui agit dans le domaine de l'environnement depuis 1996, créée à l'origine pour porter le projet d'éco-quartier qui était tout nouveau dans l'arrondissement sud-ouest de Montréal. Mais après ça, ben, ça s'est ramifié puis c'est allé dans plusieurs directions. La mission du groupe Provert, c'est agir pour des collectivités durables. Et vous comprenez qu'avec un énoncé de mission qui est quand même assez large, euh, ça donne l'occasion de toucher à toutes sortes d'aspects de l'environnement. Les champs principaux d'intervention du groupe Provert sont l'économie circulaire, par exemple la gestion des écocentres sur l'île de Montréal et prochainement un écocentre de Longueuil sera géré par le groupe Provert. La revitalisation et le verdissement aussi, par exemple, il y a une entente avec Parc Canada pour animer, faire des activités de plantation, entre autres, et de nettoyage tout le long du canal de la Chine. Ça va vraiment du Vieux-Port jusque pratiquement à l'embouchure dans l'arrondissement de la Chine. Euh, on porte aussi le mandat des ruelles vertes pour l'arrondissement du Sud-Ouest. L'effacement de graffiti, je pourrais nommer beaucoup d'autres choses. Le volet dont je m'occupe davantage, c'est celui de l'agriculture durable et du jardinage. On a plusieurs jardins au groupe Provert. Il y a le jardin des Orioles, dont je vais vous parler davantage bientôt. Mais il y a aussi une ferme de 6 hectares à Mascouche qui produit exclusivement des légumes pour fournir à Moisson Montréal. Il y a une entente exclusive avec Moisson Montréal qui va acheter la production de la ferme de Mascouche. Ça s'appelle les jardins Tom. On a aussi un jardin collectif qui s'appelle Égalitaire, où est-ce que c'est des gens du voisinage qui vont collaborer ensemble pour organiser leur espace, leur plantation, leur récolte. Puis plusieurs autres petits jardins auxquels on touche. Et le principal, évidemment, c'est le jardin des Orioles.
Et je vous y emmène. J'aurais aimé ça vous y amener live, là, en personne, mais il y a des travaux avec des véhicules lourds autour du jardin, donc je pense que ça aurait un peu troublé la, la- le- la quiétude de mon propos. Donc vraiment, la photo à droite, vous pouvez voir un peu tout l'espace qu'on occupe. Si vous suivez ma souris, euh, donc à gauche de l'allée de circulation qui s'appelle la rue Lacroix, mais qui n'est pas une rue du tout, en fait. Ça, c'est un lot de jardin communautaire qui est géré par un comité supervisé par l'arrondissement. Donc, c'est pas le groupe Provert. Nous, on est vraiment dans tout l'espace de droite. Donc, ça, c'est une image satellite et je me rends compte, c'est mes cultures de l'année dernière. Vous pouvez voir que j'utilise beaucoup de filets, beaucoup de toiles, des géotextiles tissés aussi. Euh, Après ça, qu'est-ce qu'on a d'intéressant à dire là-dessus? Ben, c'est le fun parce que le parc Angrignon, qui est vraiment un grand parc, pour les gens qui ne le connaissent pas, est situé juste au sud de nous, ce qui fait en sorte que ça amène beaucoup de biodiversité dans le jardin, beaucoup d'oiseaux, entre autres. C'est vraiment intéressant. Euh, Au total, on a 3 300 mètres carrés. Mais évidemment, il y a des voies de circulation, il y a des endroits où il y a des arbres fruitiers, il y a notre serre. Fait que ça fait un total à peu près de 1 400 mètres carrés qui sont cultivés en ce moment. On le fait sous le mode de culture bio-intensive depuis 2020, lorsque Provert est allé chercher une enveloppe de la Direction de la santé publique pour organiser tout ça sous cette forme-là et fournir des légumes à la communauté. C'était le projet qui avait été reçu par la DRSP à cette époque-là. Ah, puis je dois dire que, évidemment, comme c'est en bordure du parc Angrignon, on est dans un endroit, zone des parcs aussi, qui est prêté par la Ville de Montréal, par le service des grands parcs, l'arrondissement du Sud-Ouest, puis on est très reconnaissant d'avoir cet espace-là à notre disposition. Cet été, on cultive 35 variétés d'aromates, de légumes. Et on possède aussi 30 arbres fruitiers qui sont positionnés majoritairement ici dans le centre, sur la bordure avec les jardins communautaires, ainsi que complètement au nord, 35 arbres vraiment d'essences différentes. Sinon, on bénéficie de belles installations aussi. On a une serre qui est en bas, une serre de 150 mètres carrés environ, qu'on exploite pendant 4 saisons, même si elle est non chauffée. Là, je m'amuse à faire du maraîchage nordique. Ok. Mais c'est pas une grosse production, bien entendu, parce que c'est pas très grand. Sinon, on a la chambre froide, sans quoi on pourrait pas entreposer nos récoltes très longtemps. Pour les tomates ou d'autres choses plus fragiles, je bénéficie d'un tunnel également, seulement pour les protéger de la pluie. Puis on a un conteneur qui sert à entreposer toutes sortes de matériel un peu. Ah, puis on a une maison aussi, mais ça existait avant le groupe Provert parce que c'est le site de l'ancienne fermette en Grignon. Autrement dit, c'est un zoo urbain où est-ce que les familles venaient voir des chèvres, des petits animaux comme ça, et même un éléphant que j'ai vu jadis quand j'étais un enfant. Qu'est-ce que ça foutait là? Aucune idée. Mais juste pour dire, c'est un endroit qui n'a jamais été construit ni contaminé. C'est une belle terre avec un beau potentiel agricole. Alors, on veut plus parler de l'impact social de notre jardin. Ben, moi, la mission que je me donne, c'est cultiver pour la communauté, par la communauté autant que possible. Euh, Ça veut dire qu'on fait de la production maraîchère de façon bio-intensive. Alors, on essaie de produire un max de légumes qui va être donné à la communauté. Par exemple, c'est nos dons à des banques alimentaires. Notre principal partenaire cette année, c'est Épicentre Saint-Henri, c'est une banque alimentaire. Euh, j'ai quelques statistiques de 2024. Il y a eu une production légumière de 2,2 tonnes. Et sur ça, il y a 1,7 tonnes qui ont été données directement aux banques alimentaires. Ça, j'étais bien content de ça l'année dernière. On va aussi vendre à certains partenaires du milieu. Par exemple, on fournit la cuisine d'un CPE de façon, pas de façon totale, là. Ils achètent ailleurs, mais ils nous commandent des légumes. D'autres organismes communautaires aussi. Bientôt, je vais collaborer avec Famille Jeune pour leur cuisine collective. Donc, parfois, il y a des groupes communautaires qui font aussi des achats chez nous, qui ont des enveloppes ou des subventions pour avoir des légumes ou des produits frais. Puis, on tient aussi des petits marchés à des prix abordables dans les déserts alimentaires du Sud-Ouest, comme par exemple dans la Petite Bourgogne, ou tout près du marché du métro en Grignon, parce que notre marché est à côté du métro. Donc, c'est un endroit où est-ce qu'il y a pas mal de gens qui passent, puis on peut faire une autre sorte de redistribution
à prix modique et qui nous permet quand même un certain autofinancement. Ça, je vais y revenir un peu plus tard. Bon, donc on redonne à la communauté, mais on essaie d'impliquer la communauté également dans le travail parce que souvent, la plupart de l'année, je suis le seul salarié qui est sur le projet du Jardin des Orioles. Puis c'est de la job, s'occuper d'un grand jardin comme ça. Heureusement, j'ai de l'aide. Il y a toujours des bénévoles qui viennent. Selon les années, c'est entre 10 et 20 bénévoles fidèles et réguliers qui vont venir une fois, deux fois par semaine. Euh, il y a toujours beaucoup de gens qui veulent faire du bénévolat au début de saison, et des fois plus tard, ils sont en vacances, donc c'est très mouvant. Je vais y revenir un peu dans les enjeux qu'on rencontre. Donc, on a des bénévoles du voisinage. Euh, Puis le gros de notre main-d'œuvre depuis plusieurs années, c'est le programme Je cultive mon avenir, un programme mis en place par Groupe Provert, mais financé par Emploi Québec. Ça vise des clientèles qui ont du mal à se trouver un emploi, qui sont en réorientation ou qui ont vécu une rupture dans leur parcours professionnel. Ça a touché 80 participants et participantes depuis 2020. Euh, donc, c'est quand même considérable. En ce moment, j'en ai deux et trois personnes qui viennent m'aider 2 jours par semaine. Donc, c'est quand même un bon coup de main en plus des bénévoles. Et on aime recevoir toutes sortes d'autres groupes. On reçoit régulièrement des petits du CPE voisin qui viennent voir le début de la saison. Après ça, ils reviennent plus tard quand les cultures sont rendues grandes. Ils aiment cueillir, goûter, posent beaucoup de questions. J'aime vraiment ça. La semaine prochaine, je vais recevoir deux groupes du primaire et un groupe du secondaire qui vont venir. Dans le cas du primaire, c'est plus exploratoire, initiation. Le groupe du secondaire, eux, vont venir mettre la main à la pâte, là, faire des travaux pendant la journée avec moi au jardin. On m'avait demandé aussi de parler des défis qui sont rencontrés par les fermes urbaines sociales, donc j'en ai mis un petit peu là. Le recrutement, c'est toujours un défi hein, pour quiconque a un projet puis essaie de mobiliser. C'est jamais évident de faire de la mobilisation parce qu'on se demande comment bien rejoindre les gens, comment les convaincre de s'impliquer. Bon, j'ai 10 à 20 bénévoles par année. Cette année, j'en ai peut-être plutôt une dizaine, mais qui viennent de façon irrégulière. Puis c'est très correct quand je les paie pas, donc je peux pas commencer à les chicaner s'ils viennent pas, mais j'essaie de les encourager en leur donnant des récoltes, puis du bon temps aussi. Mais c'est ça, j'ai fait beaucoup de démarchage parce que je voulais augmenter mon nombre de bénévoles, réseaux sociaux, groupes locaux, dépliants. On a essayé plusieurs façons. Euh, Beaucoup de gens manifestent un intérêt, puis ça dépasse pas vraiment l'étape du courriel ou du retour d'appel. Euh, Beaucoup de gens veulent, tout le monde veut jardiner au mois de mai, puis finalement, plus tard dans l'été, tout le monde a mieux à faire ou a autre chose à faire, donc c'est pas évident. Euh, À notre programme Je cultive mon avenir, euh, dépendamment des enveloppes qu'ils financent, c'est pas toujours évident des fois de recruter parce qu'il y a des restrictions. Euh, Par exemple, une personne qui est immigrant temporaire ne peut pas appliquer dessus. Un résident permanent peut le faire. Un réfugié peut le faire. Donc, il y a différentes catégories de publics qui sont pas admises, dépendamment des enveloppes. Ou des fois, c'est une restriction par groupe d'âge. Euh, Sinon, c'est des gens voudraient bien, mais euh, l'horaire était compatible avec la garde de leur enfant, s'ils n'ont pas de place en CPE. En tout cas, c'est pas toujours évident de garnir toutes les places. Puis en même temps, c'est de la main-d'œuvre qui est vraiment utile pour nous, dont on a besoin pour faire rouler notre jardin. Sinon, ben, évidemment, un défi, que tout le monde va dire, c'est le financement pérenne. Euh, Encore une fois, des fois, certaines enveloppes, certaines subventions sont plus spécifiques. Par exemple, à cause de notre mission, Euh, on est à la fois un jardin de production, mais en même temps, on fait le maximum de production, mais on a beaucoup un volet social fort. Il y a une enveloppe à laquelle on avait appliqué pour pouvoir payer du matériel. Mais bon, je pense que c'était davantage pour des exploitations agricoles plus productives que c'était destiné. Donc, c'est pas toujours évident des fois de par nos chapeaux multiples de bien fitter dans une enveloppe, dans un cadre. De la même façon, parfois,
On peut avoir des enveloppes qui favorisent l'achat de certains matériels, mais qui ne financent pas de salaire. C'est toujours un enjeu et je suis bien content de ne pas être la personne à la direction qui fait les demandes de subvention, qui essaie de tout faire fitter là-dedans. Euh, L'autofinancement, c'est pas évident. Je vous ai dit également que on faisait des marchés qui étaient payants. Pas payants du sens où ça rapporte beaucoup d'argent, mais on vend les produits, donc ça rapporte un peu, mais tu sais, c'est même pas des sommes suffisantes pour dire que ah oui, ça vaut la peine, là, on va en faire plus. Puis une partie de mon salaire va venir des marchés. Euh, Ça, c'est pas si évident. Depuis plusieurs années, j'essaie de trouver des plans pour vendre certains produits plus nichés, produits au jardin. Mais bon, peut-être que je suis pas un très bon démarcheur, mais j'arrive pas à trouver de clients pour ces produits un peu plus nichés qui pourraient servir à apporter de l'argent qui serait attribué pour la mission. Ça reste à voir et j'attends les suggestions de tout le monde. Et les gens vont me dire, je sais pas, fais du melon de Montréal ou fais du ginseng canadien. Ah, j'y pense, j'y pense. Sinon, dans les bons coups dont on est très fiers pour notre jardin solidaire, impact social, ben, tous les partenariats que j'ai un peu évoqués, qui ont été faits dans la communauté avec autant le CPE qui achète de nos denrées pour les repas des enfants, ou nos partenaires banques alimentaires. Ici, on voit Yannick de Épicentre Henry avec leur camion qui vient chercher nos caisses de récolte. Chaque semaine, on fait, on leur envoie dépendamment. Cette semaine, c'était autour de 150 kilos de denrées différentes. Des fois, c'est moins, des fois, c'est plus. Je trouve que ça crée vraiment un sentiment d'entraide dans la communauté entre tous les acteurs communautaires dans le Sud-Ouest. Ça, je trouve que ça contribue à une dynamique vraiment intéressante. Ça contribue aussi au rayonnement du jardin parce qu'évidemment, les différents acteurs communautaires s'en parlent. On est aussi sur les tables de quartier. On essaie que le Jardin des Orioles serve au maximum de gens en ne reniant pas sa mission. Puis évidemment, ben, on participe comme ça à un circuit court, c'est-à-dire qu'on produit vraiment dans le sud-ouest, puis c'est redistribué directement dans l'arrondissement sud-ouest, parfois même quand on fait notre marché, notre kiosque de marché, c'est à 200 mètres du jardin, puis les gens ne reviennent pas. Ils ne croient pas que c'est juste de l'autre côté du stationnement du métro en Grignon que ces légumes-là sont produits. Euh, Moi, je suis vraiment content de cet aspect-là. Sinon, ce qu'on aime beaucoup, c'est accueillir toute une diversité de publics. Là, vous voyez sur la photo la visite des enfants du centre de la petite enfance. Donc, j'ai parlé de groupes d'écoles secondaires, primaires, CPE. Parfois, il y a des groupes corporatifs qui viennent donner un coup de main à la plantation. Euh, il y a d'autres sortes de visites qui s'étalent parfois. On a aussi participé aux portes ouvertes de l'UPA, hein. Ça fait pas longtemps, ça, c'était le 7 septembre. Et puis, OLAB est impliqué là-dedans. Donc, on fait profiter du maximum de gens de notre espace. Ce que ça permet, c'est ben, de reconnecter les gens à la production alimentaire. Les enfants comprennent qu'une carotte, ça pousse pas dans le petit sac de plastique à l'épicerie, mais que ça vient du jardin. Donc, tout ce qui est l'aspect éducation, sensibilisation à l'environnement, moi, je dis souvent que je fais du jardinage, mais c'est toujours un prétexte pour parler d'environnement et d'écologie. On vient un peu toujours à ça. Avec nos apprenants du groupe Je cultive mon avenir, souvent ils ont des questions. Ils veulent en apprendre davantage là-dessus. Donc, on parle de la santé des sols, on parle de euh, les impacts bons ou mauvais de l'agriculture sur l'environnement. Je trouve que c'est vraiment un atout pour parler de tout ça. Puis évidemment, ben, dans un jardin, tout le monde se sent bien, à part les gens qui ont peur des bébites. Presque tout le monde se sent bien. Donc, je trouve que juste la présence, le fait de venir, de déambuler dans le jardin, de travailler un peu, c'est de l'ortithérapie d'une certaine façon pour tout le monde qui passe par chez nous. Puis, ma présentation se termine là-dessus. Je serai content de répondre à vos questions s'il y en a qu'un moment sera venu. Merci, Jade. Merci beaucoup, Jean-François. Donc, on va pouvoir passer la parole à Gabriel.
Je me présente Gabrielle de la Durantais. Je suis la directrice aux opérations de la ferme, des fermes et aussi du pôle de transformation pour la cuisine collective Hochelaga Maisonneuve. Ben oui, c'est une cuisine collective qui a démarré ce projet-là. À la base, donc on formait sur, c'était vraiment une cuisine collective pour que des groupes viennent cuisiner tous ensemble. Ça va faire plus de 40 ans que l'organisme existe. Donc tout est une question d'alimentation saine, de pouvoir d'agir, d'autonomie autour de l'alimentation, basée dans Hochelaga Maisonneuve, vraiment très, très insérée dans son milieu. Et là, maintenant, depuis 2017, ben, on cultive tranquillement, lentement mais sûrement, à différents endroits. Je présente tranquillement. Euh, Nous sommes la cuisine collective. Il y a comme des tonnes de volets, là. Oui, il y a des groupes de cuisine collective. On est aussi une entreprise d'insertion. Donc, il y a des gens qui sont en formation sur tous les plateaux de nos opérations. Nous avons maintenant ce qu'on appelle la ferme maraîchère. Dont je vais traiter aujourd'hui. On a un service de traiteur, on a une épicerie à tarification sociale, puis on a également un pôle de transformation et de distribution. Ouh, c'est une grosse équipe et beaucoup de ces choses-là se sont développées vraiment là, dans les 5 dernières années. Mais on se rappelle toujours, je ramènerai ça, tout a commencé autour de cuisiner pour se nourrir et c'est vraiment au cœur de toutes nos opérations. Et on essaie vraiment que tout ça ait un sens et qu'il y ait vraiment un cercle vertueux aussi où tout circule à travers toutes nos opérations. D'un à 7 sites de culture, et oui, alors, tout a commencé en 2017, tranquillement, ça a germé dans la tête de notre DG, de simplement, sur le toit de la cuisine, de tranquillement avoir des bacs donc, de faire du hors-terre, hein. On y va des herbes, des choses de proximité dans le but de former un peu mieux nos maraîchers, pas nos maraîchers, nos cuisiniers, pardon, à comprendre d'où viennent les légumes. Donc, c'était tout petit, on est sur le toit et tout ça. Tranquillement, on a beaucoup de partenaires dans le quartier et tout ça. Donc, je vous le défile rapidement, là. On a eu des premiers petits jardins à fond d'action, encore du petit hors-terre tranquillement 5600 en 2021. Et les gros projets où on est en pleine terre, en milieu industriel et très urbain, donc en 2022, 2023, 2024, ce sont nos gros projets majeurs dont je vais vous montrer un petit peu plus. Mais on a aussi plusieurs petits partenaires dans le quartier qui continuent à vouloir avoir un peu juste soit du hors-terre, du smart pot ou des jardinières. Et on continue à nourrir ça un petit peu pour qu'il y ait un impact partout dans le quartier. Alors, je vais commencer par l'aspect social, parce qu'on est dans notre communauté, c'est ce qu'on veut continuer à être. Donc, vraiment, j'adore cette photo-là parce qu'on voit le stade. Et oui, on est vraiment en milieu 100% urbain, tout autour de zones industrielles. C'est ça qui est arrivé. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'humains tout autour de nos cultures. Euh, je vais commencer par nos humains, j'allais dire préférés, c'est tous nos participants en insertion socio-professionnelle. Nos équipes de travailleurs, cette année, disons, juste pour vous donner une échelle, dans nos maraîchers, on parle de 9 maraîchers plus moi qui est aux opérations. Donc, on est une équipe de 10. Ça, c'est sans compter l'équipe qui est vraiment au pôle. Donc, c'est notre pôle de transformation où tous les légumes sont transférés pour être nettoyés, mais aussi redistribués à des organismes ou envoyés vers des restaurants. Donc, cette équipe-là supporte et forme et apprend le métier à des participants qui viennent de différents programmes, de programmes d'insertion socio-professionnelle avec Emploi Québec et qui sont vraiment dans des programmes de 6 à 14 mois pour certains autres, parce qu'on a un programme vraiment pour les DITSA, donc déficience intellectuelle, troubles du spectre de l'autisme aussi. Donc, on prend les participants avec leur petit sac à dos de vie pour les intégrer là-dedans, les reconnecter avec la nature, leur faire apprendre, réintégrer le marché du travail, mais aussi apprendre un nouveau métier tranquillement, un semis à la fois, une plantation à la fois et dans la rigueur du travail que le travail de la terre peut apporter. Donc, oui, on a l'insertion. On a donc des participants dans un groupe. Si on prend la photo du haut juste ici, sur cette photo-là, on a les 3 participants qui sont présents et on est 3 maraîchers formateurs. Donc, c'est à peu près, je vous dirais, le ratio qu'on va retrouver sur chacun de nos sites où les équipes vont être séparées
séparé comme ça, mais il va toujours avoir à peu près un nombre égal ou un peu inférieur de maraîchers professionnels qui ne sont pas que maraîchers, hein, ils sont formateurs, ils sont accompagnants aussi. Donc, c'est quand même un enjeu. On n'est pas avec des gens sont des professionnels. Toute l'équipe n'est pas rodée. Il y en a beaucoup d'apprentissage aussi là-dedans. Hein, je vais insérer les enjeux, les défis, puis nos succès un peu partout là, dans ma présentation. Euh, donc, quand même, il y a ce beau défi-là pour les maraîchers. Ils ont deux chapeaux. Ils ont le chapeau de faire de la production, de faire une production de qualité dans les lieux, mais tout en faisant de l'insertion socio-professionnelle. Donc, ce gros aspect-là est super important. On est également une entreprise d'économie sociale. Notre objectif, c'est quand même aussi de produire des légumes dans le but d'avoir un revenu pour s'autofinancer. Donc, il y a une espèce de petite urgence aussi où, bien sûr, on a des subventions, il y a des choses comme ça, on est supporté par la communauté, par notre fondation. Toutefois, ce désir-là de réussir à devenir de plus en plus autonome financièrement à travers les revenus, ça fait partie de notre ADN à la CCHM également. L'aspect social, on a des partenaires, on en a plein de partenaires. En fait, c'est des partenaires qui nous ont permis qui nous ont prêté leur terrain. C'est le cas où vous voyez le stade olympique juste ici. On est sur la rue Villot. C'est une usine de pain pomme qui s'appelle maintenant Bimbo, l'entreprise, qui avait un terrain devant chez eux. Et c'est là où on s'est installé pour cultiver et installer aussi la forêt nourricière. Ce qui dit partenaire dit beaucoup de proximité aussi et de compromis également. Hein? On est là pour utiliser leur terrain, mais dans le respect de leur utilisation première, qui est leur entreprise, leurs revenus et ces choses-là. Donc, il y a vraiment une belle conciliation de réussir à cultiver tout en offrant un beau lieu aussi, puis un lieu qui est respecté. On inclut les partenaires, mais donc, parfois, ils vont dire, ouf, non, ce tuyau-là d'irrigation, c'est pas le bon endroit. Donc, on n'est pas maître chez nous à tout moment. On est vraiment dans un beau partage communautaire. Je vais ajouter aussi les bénévoles parce que nous aussi, on reçoit des groupes de bénévoles. Sur cette belle photo, on a différents partenaires de bénévolat, là, que ce soit corporatifs, donc des entreprises au complet qui viennent pour une journée nous aider c'est le cas à cet endroit-là, pour la plantation, mais on va avoir aussi des plus petites équipes, comme juste ici, qui vont venir pour une journée, une demi-journée, vraiment nous assister dans ce qu'on fait. Mais ça peut être également des bénévoles individuels. On a quelqu'un qui coordonne tout ça à l'interne pour s'assurer justement que ça vienne aider au bon endroit, puis que les gens qui viennent aider se sentent vraiment qu'ils ont fait une différence, puis qui ont pu contribuer. Euh, je bascule vers l'aspect agricole. Oui, alors qu'est-ce qu'on a en fait? Je l'ai rapidement nommé là. On a 7 sites. Euh, les plus gros, on va commencer avec la serre, là, c'est sur le site de la SAQ. On parle de 60 000 pieds carrés cultivables, oui, avec une serre de 530 mètres carrés. C'est grand, c'est gros. On parle pour ceux qui connaissent Montréal, là, on n'est pas loin de la 25 et des Futailles. Donc, on est dans une zone où c'était des terres qui étaient non utilisées complètement. Ce sont des terres non contaminées, qui étaient propres à la culture directement en sol. Toutefois, soyons honnêtes, c'était des sols qui n'étaient pas cultivés depuis plusieurs années, ou bon, pas de cette manière-là. Donc, la santé des sols, ben, c'est notre enjeu principal. C'est s'assurer, on a commencé il y a à peu près 4 ans maintenant à la SAQ, donc ça prend un certain temps pour s'assurer d'une qualité de sol et pour avoir une production qui est encore plus maximale. Donc, c'est vraiment notre enjeu, c'est notre défi à chaque année. Chaque site a ses défis d'irrigation, de type de sol. Donc, on a des sols qui sont super argileux, des sols qui sont super compactés depuis des années. Donc, tout ça, ça prend du temps, ça prend de la patience, ça prend aussi un grand professionnalisme. J'ai des chefs de site qui travaillent très fort à tout ça, dans le but toujours de produire des aliments sains qui vont être passés en donation, mais aussi pour nourrir Hochelaga Maisonneuve. Euh, le recrutement, ben là, on va pas se le cacher, c'est toujours le nerf de la guerre, avoir des maraîchers qui ont le goût de faire ça. C'est des gros défis, hein? On amène des maraîchers souvent qui ont une expérience de pleine terre, donc qui arrivent de la campagne qui ont travaillé sur des grosses fermes biologiques, avec des défis urbains majeurs et de formation et tout ça. Donc, de trouver ces gens-là magiques qui sont prêts à prendre ces deux chapeaux-là, d'être formateurs,
de gérer beaucoup d'humains, des bénévoles, et c'est ça, mais aussi de faire de la production. C'est notre enjeu à chaque année. Donc, il y a quand même du roulement, bien sûr, dans nos équipes de maraîchers, et aussi, c'est la passation de l'information d'une année à l'autre. C'est quand même un certain défi. On arrive à chaque année à trouver des gens passionnés qui se donnent. Toutefois, ben, là, on espère à chaque année en garder le plus possible, mais la vie étant ce qu'elle est, des fois, il y a du roulement. Euh, un autre enjeu qu'on a, c'est la distance entre les sites. Alors, pour ceux qui connaissent bien, on est vraiment dans Mercier et Hochelaga Maisonneuve, principalement Hochelaga Maisonneuve pour plusieurs sites. Le site de la SAQ se trouve un petit peu comme Mercier-Est. Toutefois, donc c'est des sites vraiment séparés avec du matériel à déplacer, tout ce qui est la transformation et le conditionnement des légumes ne se fait pas sur place. Donc, on déplace les légumes vers notre centre, notre pôle de transformation. Donc, tout ça demande quand même une certaine logistique de tout le monde, en plus des marchés, en plus du matériel oublié, en plus des participants. Donc, alors, toute la logistique de déplacement, je vous dirais, nous, ça, c'est notre enjeu en milieu urbain. Ce qui est chouette, c'est qu'il y a beaucoup de nos fermes qui sont accessibles en transport en commun, pour pour les équipes, et en métro. Mais toutefois, c'est pour nous déplacer les choses, on n'a pas un lieu centralisé où tout se passe. Donc, il faut vraiment être en déplacement quand même souvent dans tout ça. Je vais le nommer encore un petit peu. Là. On a ici, justement, on a des choses qui sont très innovantes. On a des jardins qui sont verticaux le long d'un grand entrepôt qui s'appelle le 5600, qui est un super partenaire où se trouve notre pôle de transformation. Donc, on est en jardinière à cet endroit-là, puis on a fait une drôle de structure avec les lieux qu'on nous a offerts. À Bimbo, je l'avais sur l'autre diapositive, juste ici. Alors, on a une grande forêt nourricière qu'on a réussi à planter cette année. Donc, bien sûr, on n'est pas encore à récolter tous les fruits de la plantation, mais avec le temps, c'est quand même plein d'arbres qui ont été ajoutés dans le quartier. Euh, ASG, qui est Scientific Games, une usine une usine de billets de loterie. Mais oui, on est juste situé derrière, donc on a quand même une grande serre, des tunnels, et on est dans un sol qui a besoin de beaucoup d'amour, là, qui demande beaucoup d'irrigation parce que c'est très boiteux et argileux et extrêmement compact. Donc on travaille là-dessus, on travaille notre sol mais on a une grosse citrouille pour cette année. Il y en a une qui a réussi. Alors, on veut vraiment maximiser, mais on n'est pas encore avec certains sites dans une production maximale ou optimale du moins. Donc voilà pour nos enjeux un petit peu là-dessus. Euh, Allons-y un peu sur l'aspect des dons, mais de la vente aussi. Alors, nous, on se trouve à être, ben, on cultive, la base, on cultivait les légumes dans le but de les cuisiner à l'interne. Bien sûr, à un certain moment, là, on a des volumes qui passent pas juste à l'interne. Ils peuvent passer autant dans notre service traiteur que dans nos plats cuisinés, mais que dans notre épicerie également. Toutefois, il y a vraiment des gros volumes. Alors, on a des marchés, on en a quand même trois, mais vous le savez tous, là, le marché, ben, il faut quand même, il faut se déplacer, il faut amener du monde, ça a un enjeu aussi en termes de revenus associés à ça. Donc, on est heureux de participer, de montrer, d'expliquer tout notre processus. Parfois, par contre, les marchés, c'est pas la chose qui est toujours le plus rentable à ce niveau-ci pour le moment. On est toujours dans un circuit très court, hein. On reste dans notre quartier, donc tout ce qui passe en don est donné à des organismes qui sont de l'est de l'île. Donc, notre pôle de transport, notre pôle de distribution est vraiment dans Merci Hochelaga Maisonneuve, mais jusqu'à l'est de l'île. Certains organismes viennent récupérer des dons de Moisson Montréal dans nos installations et on peut également faire des dons. Donc, 30% de nos légumes passent en dons à ces organismes-là, puis à travers d'autres petits canaux. Euh, Juste comme ça en chiffres, sur
tous nos terrains, on parle de 15 tonnes de légumes produits en 2024. C'est un gros volume. C'est un volume si on n'est pas capable de le vendre, on va le transformer à l'interne. On va essayer de préparer, soit il y a des choses qui vont être congelées, qui vont être mis en bocalerie également. On a cet aspect-là culinaire dans le but d'avoir le moins de pertes possible. Donc, on a quand même cet avantage-là d'être une grande pieuvre, la CCHM. On peut garder ça peut plus se vendre, mais on va être capable de les transformer. On va sécher des herbes pour les repasser à la cuisine toute l'année. On va faire la bocalerie, donc pour beaucoup de carottes, de betteraves, bien sûr, de cornichons, ces choses-là. Donc, on arrive de cette manière-là à éviter les pertes, mais ça reste un peu plus à l'interne. Toutefois, tranquillement, on essaie aussi de vendre certains produits congelés, ne serait-ce qu'à des CPE, à certains restaurateurs, mais à certaines cafétérias également. Je vais la nommer parce que c'est un super partenaire. La SAQ a cru en nous, puis en notre idée folle de faire une immense ferme urbaine en pleine terre. Et même leur cafétéria achète à chaque semaine beaucoup de légumes de la ferme, donc et là inclus dans son menu. Donc ça c'est vraiment, ce sont de beaux circuits de vente qu'on a de façon régulière, mais on essaie encore plus d'en développer cette année vraiment plus avec certains restaurateurs, certains partenaires du quartier, mais aussi de l'île de Montréal. Donc, tranquillement, on est vraiment sur arrivage. Donc, on s'est inscrit sur ce site de vente-là des légumes afin d'avoir d'autres parts de marché également. Parce qu'on reste une entreprise d'économie sociale avec un objectif, oups, pardon pour la coquille, là, mais on veut avoir des revenus autogénérés. On a cet objectif-là d'avoir 60% de revenus autogénérés par nos opérations. Donc, tranquillement, on a une personne qui s'occupe de la commercialisation de beaucoup de nos produits, là, pas seulement les légumes de la ferme. Donc, ça nous permet de cette manière-là de s'assurer de développer un peu cet aspect-là également. C'est fantastique, cette équipe-là. On pense avoir quand même encore d'autres belles possibilités de développement dans les prochaines années. Je vous dirais, nous, on a un bel, en conclusion, là, on a vraiment un bel ancrage dans la communauté et un super support des entreprises de notre communauté. Et c'est là aussi notre force, c'est que toutes ces entreprises-là ont toujours des idées, puis ils viennent nous lancer, puis nous offrir est-ce que tu veux cultiver ici? Est-ce que ça? Donc, on a cette belle opportunité-là de développer, mais parfois, justement, on a des donations, mais associées à des demandes. Donc là, ça bouge souvent beaucoup. Vous avez vu, hein, depuis 2017, on a quand même passé de un projet à 7. Donc, c'est très effervescent. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions plus spécifiques un peu, là. 15 minutes, c'est court, mais ça m'a fait plaisir de partager avec vous tous aujourd'hui. Merci beaucoup, Gabrielle. Donc, on va pouvoir passer la parole à Vincent. Et on est issu du mouvement des cuisines collectives, donc notre vie, il y a plus de 20 ans, là, en 2003, a commencé comme organisme de cuisine collective pure. Donc, le filon, nous, dans le fond, le jardin et en fait l'ensemble des actions sont des prétextes. On n'est pas une entreprise d'économie sociale, on est un organisme communautaire pur, mais qui utilise la partie économique comme levier social. Donc, c'est une stratégie qui est haute, mais on n'a pas d'objectif de générer nécessairement des revenus. Ça ne fait pas partie de nos objectifs. Il y a de l'argent qui est généré par nos activités, mais ce n'est pas un objectif qu'on vise. Donc, ce qu'on souhaite faire, là, on a une mission bien plate de lutte à la pauvreté avec l'inclusion. Mais dans le fond, ce qui est important pour nous, c'est beaucoup la philosophie du filon, qui est de soutenir des initiatives collectives, soutenir l'innovation sociale, créer de l'inclusion, c'est-à-dire pas inclure les gens, mais créer des environnements favorables pour permettre l'inclusion, puis l'empowerment des individus, des collectivités. Donc, on est vraiment proche des valeurs, j'allais dire, des cuisines collectives du début, dans nos mécanismes. Fait que là, après ça, une fois que ça c'est dit, on peut tout faire. Puis, dans une des choses qui est importante pour nous, c'est notre approche qui est l'accueil inconditionnel, c'est-à-dire peu importe les défis de vie que tu en aies ou que tu n'en aies pas, on va t'accueillir puis on va te demander, dans le fond, ce que tu souhaites faire.
Daniel, tu as une question? Non? OK. Parce que j'ai mon collègue ici qui va reprendre la présentation plus pratique qu'on va arriver au niveau du jardin. L'autre chose qui est importante pour nous, c'est l'approche par équité. L'approche par équité où on permet d'accéder aux mêmes choses en mettant j'allais dire, des mécanismes pour permettre de faire face aux défis des personnes ou des collectivités. Donc, c'est ce qu'on appelle là, dans le jargon de la santé publique là, des approches universalistes proportionnées ou ciblées. Donc, qui comprend la tarification sociale, ça pourrait être tout ce qui peut être un empêchement pour accéder aux mêmes choses que les autres puissent avoir accès. Donc, une visée universelle. Donc, on ne fait pas de tri, on accueille tout le monde, mais on s'arrange pour que les populations les moins favorisées puissent avoir accès aux mêmes choses. Ce qui fait que ça repose sur la mixité sociale et économique. Donc, parce qu'on croit que tout ce monde-là est nécessaire pour améliorer le vivre ensemble puis réduire l'impact de la pauvreté chez les communautés les moins avantagées. Pour y arriver, on a fait un processus, j'allais dire, beaucoup au niveau de la gouvernance, permettre à tout le monde d'avoir une emprise sur où ce qu'on va, puis comment on fait les choses, mais à leur niveau, dans le fond. Donc, au lieu d'avoir une démocratie qui est basée sur une assemblée générale, là, on travaille beaucoup avec des comités qui sont décisionnels, au ras des pâquerettes, si on pourrait dire. Il y en a qui sont en gestion, il y en a qui sont dans le déploiement de l'opérationnalisation. Puis après ça, on a des organes. Ça, c'est notre gouvernance standard, si on pourrait dire, là, qui est plus au niveau des organes générales, mais notre organisation est basée plus sur ce type de modèle. Donc, avec toutes sortes d'intervenants autour des activités. C'est le système holocratique. Donc, on fonctionne en holocratie. On tend vers parce que ça se module tout le temps. Puis, en gros, l'holocratie, c'est de permettre de mettre les pouvoirs au profit de l'organisation ou du projet et non au profit des égaux. Donc, on n'est pas basé, notre organigramme ou notre fonctionnement est basé sur l'organisation, les besoins de l'organisation, puis comment les gens peuvent venir s'intégrer là-dedans pour conduire, dans le fond, les projets. Une autre chose bien importante, je vais vous donner mon exemple favori, c'est dans le fond qu'on parle d'environnement favorable. Nous, on cherche à faire la mobilisation, à permettre l'implication, à susciter l'inclusion sociale. Donc, mon exemple favori, c'est la fabrication du bacon. Là, dans le fond, quand on parle de mobilisation, souvent, quand on parle puis on fait des choses, on mobilise les gens, comme une armée, dans le fond. Donc, c'est un peu comme le cochon. Le cochon, il est mobilisé dans la fabrication du bacon. Tandis que le boucher, lui, il s'implique ou il se mobilise dans la fabrication du bacon. Donc, il y en a un qui a du pouvoir, puis l'autre n'en a pas. Fait que ce qu'on cherche à faire, c'est permettre aux gens qui s'impliquent au filon, qui viennent au filon, de leur donner des outils nécessaires, les pouvoirs, les informations, ça nécessite de la transparence pour permettre qu'ils deviennent des acteurs et non des gens qui sont j'allais dire, plus passifs. Genre, viens au jardin, on va te faire ce job-là, mais on ne te pose pas les questions de comment tu voudrais que ça fonctionne. Donc, c'est un peu notre modus operandi dans l'ensemble de ce qu'on fait au filon. Autre chose importante, une des visées qu'on a, c'est de mettre en place des tiers-lieux. Donc, le concept de tiers-lieux, des endroits où les gens se rencontrent, peu importe leur provenance socio-économique et d'appartenance, pour pouvoir créer des initiatives puis créer des solutions à des problématiques vécues, soit personnelles ou collectives. Fait un peu comme des perrons d'église. Tu sais, dans le fond, le perron d'église, les gens se rencontrent là, puis partageaient toutes sortes de trucs qui se passaient dans le village, puis agissaient pour la collectivité ou des petits collectifs, là, dans le fond.
Puis c'est ce qu'on essaie de recréer à l'intérieur de l'ensemble de nos activités. Donc, on focalise sur les endroits puis les environnements favorables dans ces endroits-là plutôt que l'action comme telle. Donc, là, vous regarderez ça aussi. Là, le tiers-lieu, il répond à quoi pour nous en termes d'approche santé publique, organisationnelle, au niveau populationnel. Puis c'est pour ça qu'on utilise ce concept-là. Ça, c'est, dans le fond, l'ensemble une partie des projets qu'on a. Donc, des projets collaboratifs, c'est des choses qu'on fait avec la collectivité, puis on est porteur de projets, un peu comme des opérateurs. Notre vie associative et démocratique est un outil de levier direct en soi, c'est un projet. On a presque 100 personnes qui s'impliquent dans une vingtaine de comités. Donc, c'est énorme, puis on met beaucoup d'énergie à ça, à la gouvernance, pour justement faire que les projets soient plus porteurs en lien avec notre mission. Évidemment, on a la partie là, accompagnement de défis de vie. On œuvre dans le secteur de l'itinérance, beaucoup en lien avec l'alimentaire, mais aussi dans les milieux de vie. Puis, dans le fond, ce qui m'amène à dire, à arriver avec les solutions collectives, principalement basées sur l'alimentation. Nos prétextes ont été développés, c'est de là qu'on vient, donc on a beaucoup développé à ce niveau-là. Je ne les passerai pas un après l'autre parce que c'est un peu long, les tentacules sont longs à expliquer. Mais, dans le fond, ce qui était plus intéressant en lien avec les initiatives alimentaires qu'on a, c'est le schéma au niveau de l'ensemble des secteurs au niveau du système alimentaire du filon. Donc, on a mis en place un moment donné à se rendre compte qu'on travaillait en silo. Puis, on s'est dit, ça serait intéressant d'essayer de voir comment on pourrait mettre en système nos actions. Puis, dans le fond, la production, on a des jardins de solidarité, qui est le jardin, le principal, le Filon-Sim, des jardins de collectifs, des jardins communautaires. Au niveau de la distribution, on a une épicerie solidaire, un marché populaire, des paniers du marché pendant l'hiver. On a aussi de l'aide alimentaire, puis des frigos partagés qui sont un peu, j'allais dire, de l'anti-gaspi, mais une fin de ligne aussi là, pour éviter les pertes, mais qui donne aussi accès à l'alimentation des gens qui n'ont pas accès aux banques alimentaires ou dont les banques alimentaires ne correspondent pas à leurs besoins alimentaires. Donc, un partage volontaire de la communauté pour la communauté. Puis nous, on met une partie de nos aliments qui n'auront pas trouvé des moyens d'être transformés dans les cuisines, dans les dîners, etc., sont là ou qui n'ont pas été vendus. Donc, puis en même temps, on a un projet d'escouade anti-gaspi qui fonctionne avec les producteurs agricoles. On n'est pas en ville. Ben oui, on est en ville, mais on est à Lévis. C'est une toute petite ville si on compare à Montréal. Donc, puis même le jardin est en périurbain, c'est-à-dire au bout de la ville, près de la campagne. Donc, on a des zones agricoles importantes dans notre région. Là, j'arrive à la partie Filon-Sim. Juste pour dire que nous, on a commencé à penser à la production agricole dans une optique sociale en 2006. Puis, on a mis en place des jardins collectifs, puis on est arrivé à transformer notre jardin collectif en jardin de solidarité en partenariat avec un producteur agricole en 2017. Puis, le producteur agricole a retiré ses baies pour prendre sa retraite, puis on a perdu le jardin, puis on a réussi à avoir une entente avec la ville de Lévis pour un jardin situé en périurbain, dans une zone, je vais dire, d'habitation, mais une zone qui va devenir industrielle aussi. C'est un genre de zone tampon, un territoire perdu, mais qui reste encore en zone verte, mais qui va servir de zone tampon entre... avant, c'était le port méthanier. En tout cas, là, il y a des volontés de développer au niveau industriel, là, puis ça nous permet d'avoir ça. Donc là, je laisserai la parole à mon collègue Daniel, qui est notre maraîcher social, là, dans le fond.
Puis je vais compléter l'information là, s'il y a besoin. Parce que... Parfait, merci beaucoup, Vincent. Vous m'entendez bien tout le monde? Je pense que oui. C'est ça. Comme l'a dit Vincent, dans le fond, c'est moi qui ai le marché social là, au Jardin Filonsem. Ça fait 2 ans. Moi, je suis étudiant en agriculture biologique au Cégep de Victoriaville. Je fais ça à distance, là, un AEC. Puis, je suis encore, dans le fond, en formation. Là, donc, je peaufine mon expertise en la matière. Donc, c'est ça, comme le Vincent l'a dit, dans le fond, le Filonsem, dans le fond, c'est un nouveau projet, mais c'est un projet qui existait, mais qui est un nouveau terrain. Donc, on a, on a recommencé à zéro un petit peu il y a 3 ans. Moi, ça fait 2 ans que je travaille sur le projet. C'est une reprise de friche. Dire Oui. que le contexte, là, c'est une reprise de friche de 1975. Il n'y avait pas de culture depuis 1975. Donc, c'est du gros travail qu'ils ont réussi à faire là, sur le terrain. Oui, donc c'est ça. Au niveau des ressources matérielles du terrain, justement, on a une terre de 2 hectares, dont 1 hectare en culture. C'est pas écrit ici, mais on est présentement sur un travail de verger, dans le fond, une forêt nourricière qui va comme ceinturer toutes nos parcelles cultivables. Donc, on est en train de justement là, prendre vraiment emprise sur le terrain, de rendre ça vraiment un endroit de biodiversité intéressante. Puis là, avec ça, il y a plein de projets aussi qui s'y rallient. Pour l'instant, on a 16 parcelles en culture, mais on n'est pas, dans le fond, on a des rotations de culture, donc il y a pas de, on n'est pas toujours à 100% sur l'exploitation de nos terres. Fait que toujours un bon, pour l'instant, il y a à peu près 50% là, qui est en engrais vert, puis 50% cultivé. On a aussi une sœur tunnel, on a aussi beaucoup d'équipements. Dans le fond, tranquillement, on achète de plus en plus des filets anti-insectes, des géotextiles. Puis on utilise aussi de la matière qui est souvent gratuite, comme le carton, de la paille, compost qu'il y avait déjà sur le terrain. Puis sinon, c'est ça, on a accès aussi à un puits, à de l'électricité de la ville de Lévis. Dans le fond, il y avait déjà ça sur l'endroit. Et un chapiteau, c'est pas un capiteau, c'est un chapiteau. OK. Tu peux flipper, Vincent, pour la prochaine. Si. Tu l'as-tu? Non, ça n'a pas flippé encore. Pour les autres, la diapo, a-tu changé ou... Ah! Non. Ah ouais? Bon, c'est moi ben, qui je peux continuer, juste si tu ne le vois pas, parce que les autres ont l'air de le voir. Là. Dans le fond, les ressources humaines, ben, on parlait on favorise l'implication sociale. Donc, oui, il y a un travailleur pour s'occuper de l'ensemble du projet, là, qui est Daniel au niveau du maraîcher social, là, qui est impliqué dans la planification, la gestion, animation des plages horaires et des comités. Fait oui, la planification du jardin puis la gestion du jardin, c'est une chose, mais la mobilisation et l'animation de la communauté sur place en est vraiment une autre là, qui demande, j'allais dire, c'est quasiment plus social qu'agricole. Là. Puis on a une animatrice là, qui était une fille, donc une animatrice qui venait venir appuyer, dans le fond, le travail de Daniel pour prendre des plages horaires. On a des comités, des membres de comités qui font de la planif, de la gestion, de l'idéation de projets, de culture, etc. Puis du soutien au niveau des demandes de financement qui sont impliqués dans la production, dans la mobilisation, dans la communication puis dans le financement. Donc, ils sont vraiment partout. Ça représente 250 citoyens par année pendant l'été, différents. Donc, là-dedans, il y en a qui viennent juste une fois, puis il y en a qui viennent 3 fois ou 4 fois par semaine, puis d'autres. Mais on a une bonne présence au niveau des personnes sur place. Puis évidemment, on a des organismes qui participent, puis des partenaires philanthropes. Si je tourne là, tu l'as-tu vu? Oui, c'est correct, ça, c'est revenu. Oui, c'est ça. Dans le fond, comme pour appuyer les propos de Vincent, au fond, c'est ça, on a 250 différents impliqués. On a plus en tout cas, c'est pour les statistiques pour cet été, mais c'est 450 heures d'implication totale.
dans le fond, de personnes qui donnent de leur temps pour le projet. J'ai 7 personnes, dans le fond, qui sont sur le comité de planification, qui est vraiment, mettons, qui travaillent, dans le fond, à l'année sur le projet pour développer, préparer, planifier, dans le fond, une saison maraîchère. On a 26 000 pieds carrés en production cette année. 111 arbres fruitiers, dans le fond, qui vont être implantés cet automne. Donc, c'est un gros projet aussi en amont de toute une production maraîchère puis de cet été. Donc, il y a un comité, dans le fond, qui a travaillé tout l'été en parallèle, dans le fond, pour préparer ça. J'ai aussi, c'est 900 moments d'implication, dans le fond. 10 organismes partenaires et des entreprises. Dans le fond, on a des organismes communautaires, dans le fond, qui viennent récurremment, dans le fond, participer là, avec leur groupe, là, dans le fond, au jardin. On a des entreprises aussi. Il y a Desjardins, qui est le siège social à Lévis, dans le fond, qui donne un bon coup de main dans leur volet philanthropique. Donc, ça, c'est une belle ressource aussi intéressante. Puis, c'est ça, dans le fond, eux, ils prennent une plage horaire avec nous, puis ils arrivent avec un groupe de 10 personnes. Fait que pour faire avancer des projets, c'est quand même une belle ressource humaine. Ensuite, au fil d'une année, on a peut-être 25 rencontres en comité. Là. Vincent, J'allais dire aussi, on est pour cette année appuyé par le plan de lutte, là, un projet d'insertion socio-professionnelle via une autre organisation qui se sert, dans le fond, du jardin comme travaux pratiques, là, en tout cas, d'appropriation de connaissances au niveau du jardinage en termes d'employabilité. Effectivement. Au niveau de la rentabilité, on compte la rentabilité sociale, économique et environnementale. Comme un peu Vincent l'a dit, dans le fond, tout transpire un peu du filon dans notre projet, là, qui est un projet du filon au final. Donc, l'accueil inconditionnel, l'inclusion, le partage des compétences, le partage aussi des décisionnels, donc toujours ouvert, dans le fond, dans le fond, ce qu'on fait, on ne le fait pas pour nous, on le fait parce que les projets sont vraiment un peu orientés par le désir des gens qui viennent s'y impliquer. Au niveau de l'aspect économique, on a quand même une production de légumes importante. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on est capable de la distribuer par notre grande pieuvre qui est le filon. Donc, l'été, dans le fond, nos légumes s'en vont au marché populaire mobile. Quand le marché populaire mobile ferme à l'été, dans le fond, c'est les marchés, c'est les paniers du marché qui prennent le relais. Puis ensuite, si jamais il y a les cuisines collectives qui peuvent prendre les surplus, les dîners collectifs aussi, ou même au final, ça peut même aller dans les frigos partagés. Donc, il y a à peu près aucune perte là, au niveau de ce qu'on produit avant que ça se rende dans le fond, au compost qui, de toute façon, retournerait dans nos sols. Donc, on peut dire que c'est vraiment peut-être dire qu'il y a à peu près 20% qui retournent en rétribution, qu'on parle d'impact économique aux gens qui viennent dans le jardin. Après ça, le reste sort, on va dire, pour l'aspect mise en marché ou en tout cas distribution. Puis ce qui n'est pas vendu retourne en transformation et don. Dans le fond, après, donc, quand on parlait d'aspect économique tantôt, là, de revenus, nos revenus servent à payer nos intrants, en gros, puis à nous dédouaner ou en tout cas nous éloigner des besoins alimentaires qu'on aurait comme organisme communautaire avec Moisson. Donc, ça nous donne, on crée de la richesse alimentaire, dans le fond, où on est capable de distribuer plus de choses, de soutenir plus de sécurité alimentaire avec plus de monde, mais avec une cote qui reste similaire d'année après année. La partie environnementale. Oui, c'est ça. Dans le fond, au niveau de l'environnement, c'est sûr que nous, on est dans l'approche agroécologique. Donc, on essaie de justement, là, moi, déjà, je suis étudiant en agriculture biologique, fait que j'applique tous les procédés, dans le fond, comme si j'étais certifié, même si on n'a pas la certification biologique en tant que telle. Puis, dans le fond, c'est ça. On a aussi beaucoup de projets là, qui viennent appuyer, dans le fond, la biodiversité au jardin. On a ajouté des cabanes à hirondelles. On est en train de conceptualiser un étang. On a aussi des hôtels à insectes. Puis aussi, on est très préoccupé par la santé de nos sols, donc les engrais verts,
les sols vivants aussi. Donc, on a pour but de ne plus labourer le terrain, dans le fond, de juste seulement utiliser la grelinette pour décompacter. Puis, on utilise beaucoup les géotextiles aussi pour détruire, dans le fond, l'engraveur par la biologie du sol. Puis, on va vraiment dans ce sens-là. Pas mal. Le projet est vraiment agroécologique. Les bons coups, il y en a plusieurs. Puis, je commencerai même par la croissance du projet, dans le fond, qui est vraiment comme, en 2 ans, vraiment comme au niveau de l'impact de la mobilisation. Dans le fond, on a à peu près doublé le nombre d'impliqués. On a un verger nourricier aussi qui est en train de se construire tranquillement. C'est ça. Puis c'est souvent aussi, c'est pas, ça vient toujours des gens qui s'y impliquent dans le fond des projets, puis on essaie de déléguer, dans le fond, par les comités, l'organisation du projet. Fait que, ça m'enlève aussi, mettons, sinon ça devient un petit peu trop lourd comme tâche. Donc, on essaie de redistribuer justement le pouvoir en donnant de la décision, puis en donnant la clé du. Ils prennent en main le projet, en fait. Ensuite, on a aussi beaucoup d'événements au jardin aussi qui aident à la mobilisation. Cet été, on a fait un Noël des planteurs. Lors de la récolte de l'ail, on a fait un festival. Donc, c'était un petit peu plus festif tout en récoltant. Il y a des bons jeux de mots en même temps là-dedans. Puis, c'est pas mal ça, j'ai dans les bons coups. C'est ça, le ASH, on essaie tous les projets, dans le fond, sont liés au succès du jardin, mais par soit la biodiversité ou par l'augmentation de la production. Dans les moins bons coups, je dirais des fois qu'on sous-utilise un peu nos équipements. Là, je commence justement à travailler un petit peu mieux à utiliser le semoir, le rotoculteur quand j'en ai besoin. Puis notre tunnel aussi qui sert plus de pépinière puis de range-tout que de. Dans le fond, on a à peu près la moitié qui est en plantation, puis l'autre moitié parce qu'on n'a pas encore assez de bâtiments pour ranger nos trucs. Donc, éventuellement, on voudrait utiliser à pleine capacité nos tunnels. Au niveau de la gestion aussi du temps, puis au printemps, dans le fond, tout est à faire, puis souvent, on a beaucoup de défis d'arriver à tout planter, et les mettre au sol rapidement. Fait qu'il y a des fois, il y a un peu de perte à ce niveau-là. Puis c'est aussi un projet qui est de mobilisation citoyenne, donc je ne peux pas nécessairement prévoir combien de personnes il va y avoir, puis d'être trop. Il faut beaucoup de flexibilité, dans le fond, au niveau de l'implication, parce qu'on ne sait jamais combien de personnes on va avoir une journée, puis le lendemain. Donc, ça fait partie des défis. Ensuite, les enjeux physiques aussi des impliqués, parce qu'on est quand même une clientèle assez âgée, beaucoup de retraités. On essaie d'aller chercher un peu rajeunir un peu aussi nos impliqués, mais quand on essaie aussi de choisir les cultures qu'on met, mettons, pour que les gens puissent travailler debout. Donc, les pois mange-tout, les haricots grimpants, parce que, dans le fond, au final, être penché longtemps, ça ne convient pas, dans le fond, à notre clientèle tout le temps. Puis aussi d'essayer de travailler un petit peu plus à l'ombre aussi, fait qu'on essaie de faire des semis. Il faut adapter, dans le fond, avec la clientèle qu'on a, les tâches. Fait que ça, c'est vraiment un enjeu parce qu'il faut quand même aussi planter. On était déjà dans les enjeux et les défis, mais c'est ça, là, au niveau du financement, je pense que c'est comme ça pour tous les projets. Là. Souvent aussi, le financement pour les ressources humaines, c'est plus difficile. Par contre, justement, Vincent travaille fort là-dessus, je pense. Fait que c'est quand même pas si mal. Il y a aussi l'attention de produire des légumes versus notre mission, puis aussi de rester inclusif, dans le fond, parce que c'est quand même des tâches agricoles. C'est pas tout le monde qui peut le faire, puis des fois, les gens veulent quand même contribuer, participer. Fait que c'est de réussir à rester centré sur la mission tout en essayant de produire quand même quelque chose. D'autres enjeux aussi, c'est souvent, il y a beaucoup de projets, beaucoup d'idées. Après ça, il faut trouver le moyen de choisir, hein, puis avec le temps puis la réalité de notre contexte. Puis qu'il y avait juste 24 heures dans une journée au final. Puis un autre enjeu aussi, c'est l'accessibilité, parce que dans le fond, le jardin est quand même loin des transports en commun. Les transports en commun ne se rendent pas directement au jardin, fait qu'il y a un enjeu de transport. Fait qu'on organise des covoiturages, mais ça reste quand même une tâche de plus, puis une charge de plus pour l'employé ou pour même les gens pour se rendre au jardin. Fait que ça devient un défi de plus pour
la mobilisation. Puis aussi, vu qu'on n'est pas toujours sur le terrain, puis qu'il est vraiment plus loin, puis qu'il n'y a personne nécessairement pour la surveillance, ben, on peut pas nécessairement laisser les impliqués aller là tout seuls sans qu'il y ait un animateur. Donc, on est limité aussi par cet aspect-là.